Mesdames et messieurs, bonjour. 15h au Caire, à l'heure de notre journal en langue française. Et tout de suite, les principaux titres. À l'occasion du 73e anniversaire de la révolution du 23 juillet, le président Abdel Fattah el-Sisi affirme que l'Égypte n'a jamais abandonné sa responsabilité nationale et qu'elle est restée résiliente face aux obstacles. Badr Abdelghati prononce une allocution auprès du premier forum des hommes d'affaires entre l'Égypte et le Niger qui s'est tenu à Niamey. Plus d'une centaine d'organisations humanitaires avertissent qu'une famille de masse se propageait dans la bande de Gaza, dévastée par l'agression. Et à la une des actualités, le président Abdel Fattah el-Sisi qui a affirmé aujourd'hui que l'Égypte n'a jamais abandonné sa responsabilité nationale ni humanitaire et qu'elle est restée résiliente face aux obstacles. Dans son discours prononcé à l'occasion du 73e anniversaire de la révolution du 23 juillet, le président el-Sisi a affirmé que grâce à la détermination de son peuple, l'Égypte est parvenue à préserver la stabilité dans la patrie et à lancer un processus de construction témoignant d'une importante épopée nationale. Le président el-Sisi a d'autre part souligné que l'Égypte restera toujours capable de surmonter tous les défis grâce à la force, la patience et l'unité de son peuple. Le président a ajouté que l'Égypte a bien réalisé des accomplissements au moment où d'autres pays ont chuté. Et à l'occasion de cette glorieuse mémoire, le chef de l'État a rendu hommage aux dirigeants de la Révolution, aux forces courageuses de l'armée et de la police et à tout Égyptien qui construit et protège les institutions nationales de son pays. Le président Abdel Fattah el-Sisi a écrit sur son compte officiel que la mémoire de la révolution du 23 juillet nous rappelle d'une scène immortelle de l'histoire de la nation, une scène qui a porté les rêves et les aspirations des Égyptiens envers le développement, la dignité, l'indépendance. Le président el-Sisi a aussi souligné que la célébration de cette précieuse mémoire nous rappelle des sacrifices des héros qui croyaient du droit des Égyptiens au progrès et à la liberté, avec une volonté invincible et une forte détermination à poursuivre le trajet ambitieux pour consolider la position de l'Égypte autant sur la scène régionale qu'internationale. L'Égypte et le Royaume-Uni vont lancer un partenariat stratégique au cours de la visite du Premier ministre britannique au Caire à l'automne de 2025 afin de créer de nouvelles opportunités de croissance mutuelle et de promouvoir les liens économiques entre les deux pays. Le président el-Sisi et le Premier ministre britannique doivent co-présider une conférence d'investissement regroupant les principales compagnies britanniques et égyptiennes. Le Royaume-Uni et l'Égypte partagent des profonds liens historiques et coopèrent pleinement dans divers domaines, en particulier le changement climatique, l'investissement, le tourisme et le commerce. Les deux pays accordent un intérêt particulier au renforcement de cette coopération pour parvenir à une prospérité commune et une sécurité régionale et mondiale. Le Premier ministre Mostafa Madbouli s'est rendu ce matin à la centrale nucléaire d'El Dabaa dans le cadre de ses visites au chantier de divers géants projets nationaux. Au cours de sa tournée, M. Madbouli a affirmé que la direction politique soutient constamment les divers projets mis en place dans le secteur de l'énergie. Il a souligné que la centrale nucléaire d'El Dabaa représente la réalisation d'un rêve national du peuple égyptien depuis le siècle dernier et qui vient d'être une réalité tangible, incarnant la volonté nationale et la forte détermination de posséder des ressources modérées pour la production de l'électricité. Le ministre des Affaires étrangères Badr Abdelghati a prononcé aujourd'hui une allocution auprès du premier forum des hommes d'affaires entre l'Égypte et le Niger qui s'est tenu dans la capitale nigériane Niamey. Dans son allocution, Abdelghati a souligné que l'Égypte aspire à nouer avec le Niger un partenariat basé sur le principe des gains pour tous, affirmant que l'Égypte déployait des efforts acharnés afin d'optimiser la coopération entre les pays du Sud, et ce, pour l'intérêt du continent africain. Abdelghati a ajouté que les entreprises égyptiennes ont réalisé des grands accomplissements en Afrique, soulignant que l'Égypte accordait un intérêt primordial à la diplomatie économique.
De son côté, le ministre nigérian du Commerce et de l'Industrie a déclaré lors du forum que le Niger jouissait d'une position stratégique entre le nord du continent et le sud du désert, appelant les hommes d'affaires nigériens d'entretenir des liens économiques avec les Égyptiens. Toujours en Niamey, le chef de la diplomatie Badr Abdelghati s'est entretenu avec son homologue nigérien. L'entretien était centré sur les moyens de renforcer les relations bilatérales dans les divers domaines. Abdelghati s'était rendu aujourd'hui au Niger, troisième étape de sa tournée dans l'ouest de l'Afrique. Passons aux territoires occupés, où plus d'une centaine d'organisations humanitaires ont averti aujourd'hui qu'une famine de masse se propageait dans la bande de Gaza, dévastée par l'agression. Israël fait face à une pression internationale croissante concernant la situation humanitaire dramatique de Gaza. Hier, un hôpital de Gaza avait affirmé que 21 enfants étaient morts de malnutrition ou de faim en 72 heures dans le territoire assiégé et ravagé par plus de 21 mois d'agression israélienne. Quelques ONG, dont Médecins sans frontières, ont appelé à un cessez-le-feu immédiat, à l'ouverture de tous les points de passage terrestres et à la libre circulation de l'aide humanitaire. Le Haut Commissariat aux droits de l'homme de l'ONU a accusé l'armée israélienne d'avoir tué à Gaza depuis fin mai plus de 1000 personnes qui cherchaient à obtenir de l'aide humanitaire. Le Conseil de la Ligue arabe, au niveau des délégués permanents, a appelé la communauté internationale à intervenir immédiatement pour arrêter l'agression israélienne contre la bande de Gaza et lever le blocus imposé à ce territoire. La Ligue arabe a également condamné les actes d'Israël, qualifiant ce pays de puissance occupante illégale. Elle a accusé de transformer la bande de Gaza en une zone de famine, soumettant le peuple palestinien à des conditions mortelles et utilisant la faim comme arme de guerre, ce qui constitue une forme de génocide. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a fustigé l'horreur dans la bande de Gaza ravagée par l'agression où les morts et les destructions ont atteint un niveau sans équivalent dans l'histoire récente. Lors d'une réunion du Conseil de sécurité, M. Guterres a déclaré que la malnutrition explose et que la famine frappe toutes les portes à Gaza. Selon lui, alors que les opérations militaires israéliennes s'intensifient et que de nouveaux ordres de déplacement sont émis à Deir el-Balah, centre, la dévastation s'ajoute. Le département d'État américain a indiqué hier que l'émissaire américain Steve Witkoff se rendra cette semaine au Moyen-Orient afin de finaliser la mise en place d'un corridor d'aide humanitaire dans la bande de Gaza. Selon la porte-parole du département d'État Tammy Bruce, l'émissaire américain doit discuter notamment d'une nouvelle trêve entre l'armée d'occupation israélienne et le Hamas. Passons en Europe, où de possibles négociations de paix entre Russes et Ukrainiens sans grands espoirs de succès rapide sont attendues aujourd'hui en Turquie pour tenter de trouver une issue diplomatique à la guerre opposant tous les deux pays depuis plus de 3 ans. Possibles négociations de paix entre Russes et Ukrainiens sans grands espoirs de succès rapide sont attendues aujourd'hui en Turquie pour tenter de trouver une issue diplomatique à la guerre opposant les deux pays depuis plus de 3 ans. Si Kiev a annoncé leur tenue, Moscou pour l'heure n'a pas clairement confirmé qu'elles auraient lieu dans la journée. Le Kremlin a affirmé mardi qu'elle pourrait se tenir dans la semaine. Cette troisième session d'échange direct à Istanbul doit intervenir une nouvelle fois sous la pression du président américain Donald Trump, qui a donné à Moscou mi-juillet 50 jours pour parvenir à un accord avec Kiev sous peine de sanctions sévères. Sur le terrain, les combats sur le front et les bombardements russes meurtriers à travers l'Ukraine se poursuivent sans relâche. Et mardi, le Kremlin a de nouveau douché les espoirs d'une résolution rapide du conflit déclenché en février 2022 par l'invasion russe du pays et qui a depuis fait un minima des dizaines de milliers de morts dans les deux camps. La Russie réclame que l'Ukraine lui cède 4 régions partiellement occupées de l'Est et du Sud du pays, en plus de la Crimée, annexée en 2014, renonce aux livraisons d'armes occidentales et à toute adhésion à l'OTAN.
Et passons à l'économie où le président américain Donald Trump a annoncé la conclusion d'un accord commercial énorme avec le Japon, avec un allègement significatif pour les automobiles nippones. Washington entend imposer à partir du 1er août de massives surtaxes dites réciproques initialement prévues au 1er avril, puis suspendues. Nous venons juste de conclure un énorme accord commercial avec le Japon. C'est ce qu'a annoncé mardi le président américain Donald Trump sur sa plateforme Truth Social, le qualifiant de sans précédent. M. Trump a indiqué que le Japon paiera des droits de douane réciproques de 15% aux États-Unis, a-t-il indiqué, bien en deçà de la surtaxe de 25% dont l'archipel était menacé au 1er août. Le Japon, bien qu'allié clé des États-Unis, est actuellement soumis aux mêmes droits de douane américains de base de 10% que la plupart des nations, ainsi qu'à des surtaxes de 25% sur les voitures et de 50% sur l'acier et l'aluminium. M. Trump a ajouté que cet accord avec Tokyo va entraîner la création de centaines de milliers d'emplois, mentionnant des investissements japonais à hauteur de 550 milliards de dollars sur le sol américain, sans détail, si ce n'est que 90% des bénéfices seraient perçus par les États-Unis. De son côté, le Premier ministre japonais s'est félicité de l'accord, estimant que c'est une grande réussite d'avoir pu obtenir la plus grande réduction des surtaxes parmi les pays ayant un excédent commercial avec les États-Unis. Et sur notre volet sportif, Venus Williams, icône du tennis du haut de ses 45 ans, a remporté hier son premier match en presque 2 ans. Et voilà, avec cette nouvelle, mesdames et messieurs, on vient à la fin de notre journal. Merci et bonne soirée.